Comment investir dans l'immobilier en 2025? Dans cette vidéo, tu vas voir les points importants à ne pas louper pour réussir ton investissement immobilier et aussi pourquoi l'immobilier reste un bon investissement en France. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour l'astuce qui te permettra d'investir même avec un petit budget. Tout d'abord, en introduction, nous allons voir pourquoi l'immobilier d'habitation est un bon investissement. Premièrement, sache que l'immobilier en France va continuer à se valoriser. Se loger est un besoin primaire, indispensable. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de crise plus ou moins importante comme actuellement, par exemple, mais sur le long terme, l'immobilier se valorisera. Nous allons nous attarder sur le premier point qui nous indique que l'immobilier continuera de monter. En trois lettres, Z-A-N. Zéro artificialisation nette. La loi climat et résilience du 22 août 2021 a posé un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Actuellement, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d'espace naturel par an à cause de l'artificialisation des sols liée à l'expansion des villes et à la quête de la construction de sa résidence principale pour beaucoup de Français pendant des années. Les conséquences de cette bétonisation des sols sont multiples. Risque d'inondation car les sols absorbent moins d'eau, pollution, perte de terres agricoles servant à nourrir la population, etc. Ainsi, la zéro artificialisation nette a pour ambition de réduire drastiquement les constructions nouvelles d'ici 2050, en mettant l'accent sur les rénovations de l'existant en priorité. Ici, nous pouvons nous dire que s'il y a beaucoup moins de construction, l'offre deviendra mécaniquement inférieure à la demande, ce qui fera monter les prix. Je pense que ce ne sera pas aussi simple. Cette loi est un élément qui, combiné à d'autres, feront monter les prix. Le second point, c'est la détérioration du parc immobilier français. Le parc immobilier français est vétuste et cela ne s'arrange pas. La loi climat incite les propriétaires à rénover leurs biens avec des mesures comme les aides financières à la rénovation. Malheureusement, ces aides diminuent et les critères d'éligibilité deviennent plus stricts. Ainsi, le diagnostic de performance énergétique, les fameux DPE, devient de plus en plus contraignant depuis la version du 1er juillet 2021, même si le calcul pour les logements de moins de 40 mètres carrés a été revu en leur faveur depuis le 1er juillet 2024. Enfin, les logements en monopropriété classés G, F et E depuis le 1er janvier 2025 doivent faire l'objet d'un audit énergétique pour la vente. En 2034, les logements classés D seront aussi concernés. Toutes ces mesures cumulées au coût des rénovations énergétiques découragent certains propriétaires à vendre leurs biens dans un marché en crise et les incitent donc à les garder, quitte à les laisser à l'abandon ou vacants. Le parc immobilier va donc continuer à se détériorer petit à petit. Aussi, en parallèle, cela n'incite pas à acheter de l'immobilier, ce qui explique en partie la crise actuelle. Il y a de bonnes affaires à faire en ce moment. Un troisième point à prendre en compte pour expliquer cette hausse de l'immobilier dans le futur est le scénario climatique. Lorsque je dis que l'immobilier prendra de la valeur, je parle de l'immobilier acheté avec une vision éclairée. L'étude du changement climatique nous montre que tous les biens ne seront pas logés à la même enseigne. En prenant tout d'abord cette carte sur les scénarios du réchauffement de la France, nous pouvons voir que la vague de chaleur arrivera du sud-est et remontera petit à petit jusqu'au nord-ouest. Les zones les plus chaudes ne seront plus aussi prisées et des incidents liés à ces chaleurs surviendront en particulier dans les zones avec risque d'incendie et aussi dans les zones RGA, retrait et gonflement d'argile. Ici, nous pouvons voir une carte indiquant les zones plus ou moins exposées au risque RGA. Ce risque s'explique par un gonflement des sols argileux en période d'humidité et une rétractation en période de sécheresse. On comprend bien que les conséquences structurelles seront plus graves dans le futur pour les biens situés dans ces zones. Il faut également prendre en compte la montée progressive des eaux et le fait que les zones inondables deviendront de plus en plus inondées. Tous ces risques climatiques entraîneront une baisse d'attractivité pour certaines zones. Cela fera autant de personnes qui se dirigeront vers des biens situés dans des zones plus clémentes. Tous ces points nous montrent bien que le parc immobilier attractif va diminuer et donc augmenter en valeur face à une demande grandissante pour ce type de biens. Dans le futur, il y aura une disparité importante concernant la valorisation des biens immobiliers en France. Une fois que tu as conscience du futur de l'immobilier et des risques inhérents, tu peux orienter tes recherches et surtout, avant toute chose, définir tes objectifs. Nous allons donc commencer par le premier point qui est définir ses objectifs d'investissement immobilier. Cette étape est essentielle. Pourquoi tu souhaites investir dans l'immobilier? Pour faire travailler ton épargne?
augmenter tes revenus le plus tôt possible, pour préparer ta retraite qui n'existera sûrement plus dans le futur. Fixe-toi une deadline indiquant clairement quand tu posséderas ce futur investissement. Une bonne chose à faire est de noter ton objectif immobilier sur 1 an, 5 ans et 10 ans. J'en parle d'ailleurs dans ma première vidéo, les 6 étapes pour passer de 0 à 1 million de patrimoine. Donc va voir cette vidéo, le lien est dans la description. Personnellement, le mois qui a suivi ma rédaction d'objectifs, j'avais une offre acceptée sur un appartement rentable dégageant un excédent de trésorerie sans apport. C'était mon objectif pour l'année, je l'ai réalisé en un mois, tout en étant à plusieurs milliers de kilomètres. J'ai également doublé mon objectif 5 ans, qui était d'avoir 7 biens immobiliers, dont un immeuble de rapport. En bref, ne sous-estime pas la rédaction des objectifs. En définissant tes objectifs immobiliers, tu vas également définir si tu souhaites investir avec travaux ou sans travaux, ou dans un type de bien en particulier. Bien sûr, ces derniers points vont évoluer au cours de ta vie d'investisseur, mais surtout, ne tombe pas dans le piège de chercher tout et n'importe quoi. Pour chaque recherche d'investissement, tu as bien ta typologie de bien qui est définie et tu cherches que cette typologie de bien. Tu pourras ensuite changer de typologie si tu le souhaites lors de ta prochaine recherche. Ensuite, tu vas choisir le bon type de bien immobilier. Ce type de bien va correspondre à ton profil. Tu peux investir dans des studios, appartements, maisons ou immeubles. Beaucoup de personnes privilégient les studios dans une grande ville pour débuter et se rassurer. Attention, ce n'est pas forcément la meilleure des techniques, mais si ton étude montre que c'est un bon investissement, alors vas-y. Les opportunités doivent être saisies partout. En revanche, il faudra prendre en compte les charges de copropriété dans tes calculs. Se diriger vers des biens en monopropriété permet de limiter les charges. Personnellement, maintenant, je me dirige vers des immeubles de rapport en monopropriété dans des villes moyennes, c'est-à-dire entre 20 000, 100 000 habitants, voire des petites villes, moins de 20 000 habitants. Prochaine étape, il faut bien choisir l'emplacement. Pour faire un bon investissement, il ne faut pas négliger l'emplacement de ton bien dans son environnement, mais aussi par rapport à son orientation, son agencement, son étage s'il s'agit d'un appartement. Un appartement en rez-de-chaussée est un inconvénient. Un dernier étage sans ascenseur aussi. L'orientation nord est souvent mal vue car manque de luminosité. Les pièces triangulaires sont difficiles à aménager. Il est préférable d'être proche des commodités, de faire attention aux axes de circulation bruyants. Bien sûr, il est difficile de trouver le bien parfait et si tu cherches du rendement sur ton investissement, tu devras faire des concessions, surtout si tu ne souhaites pas de travaux, donc ne sois pas trop exigeant non plus. Sache que le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tu devras ensuite financer ton investissement à crédit ou avec ton épargne. Le principal intérêt de l'immobilier en France est le financement par crédit. Cela permet d'utiliser la capacité d'endettement qui est un des 2 leviers d'enrichissement avec le levier du capital. J'en parle dans ma vidéo des 6 étapes pour passer de 0 à 1 million de patrimoine, dont tu trouveras le lien dans la description. Il faut lever de la dette pour investir dans l'immobilier. De plus, les crédits immobiliers sont à taux fixe alors que les loyers sont revalorisés tous les ans suivant l'indice de revalorisation des loyers, l'IRL. Aussi, en cas de baisse de taux, tu peux renégocier tes mensualités. Bien sûr, tu devras adapter tes mensualités en fonction de ton projet et de son rendement. Pour adapter tes mensualités, tu pourras jouer sur la durée du prêt, mais également ton apport. Sache qu'aujourd'hui, tu peux toujours trouver des banques qui te financent à 110%. C'est-à-dire qu'elles financent ton bien avec les travaux, mais également les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier, etc. Attention, l'étape du passage devant le banquier pour défendre ton projet est primordiale. Tu devras te montrer professionnel dans ton attitude, dans tes connaissances, ta manière de communiquer, mais aussi sur la présentation du projet et la communication du dossier bancaire. Tu vas faire ici un pitch pour lever de la dette, donc sois sûr de toi et de ton projet. Tu peux également investir dans l'immobilier sans passer par un financement bancaire, mais dans un objectif de croissance du patrimoine, cette méthode n'est pas optimale. Ensuite, tu devras te demander s'il faut investir en société ou en nom propre. La question de la fiscalité va vite arriver. Cela va dépendre de ta situation et de tes objectifs. Commencer à investir en nom propre dans l'immobilier peut être intéressant pour se constituer un patrimoine personnel. Tu pourras ensuite passer en société une fois que ta capacité d'endettement maximale sera atteinte. En effet, en investissement en société, tu peux dépasser cette capacité d'endettement. Cependant, il faut bien prendre en compte ta situation personnelle et les conséquences fiscales avant de choisir si tu investis en nom propre ou en société. Je te conseille de comprendre certaines bases de fiscalité pour comprendre ce que tu vas dire à ton comptable, mais surtout pour comprendre et analyser rapidement tes futurs projets. Et enfin, viendra la gestion locative et le rendement. Une fois que tu as acheté ton bien et qu'il est prêt à être loué,
il faut trouver tes locataires puis les gérer. La gestion locative est une charge en plus qui entache donc ton rendement. Gérer un bien n'est pas si simple, mais tu peux largement t'en sortir si tu automatises tes tâches et te formes sur le sujet. Il sera plus compliqué de gérer soi-même ses biens si tu commences à avoir pas mal de locataires, mais n'aie pas peur de commencer à tester par toi-même dans un premier temps. Aussi, toutes les agences de gestion ne se valent pas, et certaines vont savoir prélever les frais, mais avoir plus de mal pour gérer les problèmes. Ton rendement va être impacté par la vacance locative. Comme tu as pu le voir en introduction, le parc immobilier français est délabré. Si tu proposes un logement de qualité, tu n'auras pas de mal à attirer de locataires de qualité et éviter ainsi le turnover et les vacances locatives, ce qui te permettra d'optimiser le rendement. Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour investir en immobilier locatif car, en plus des bonnes affaires, il y a une carence de logements sur le marché pour les locataires. Donc les loyers s'envolent, le turnover diminue par crainte de ne pas retrouver un logement et la demande locative est plus importante que l'offre. Attention à bien sélectionner tes locataires pour éviter les problèmes. En effet, en cette période d'inflation, les impayés augmentent, avec un taux supérieur à 4% contre 3,8% en 2024 et seulement 1,25% avant le Covid. Cela reste marginal, donc ne prends pas peur. Et enfin, voici l'astuce pour commencer à investir dans l'immobilier avec un petit budget. L'investissement immobilier n'est pas réservé aux riches, en revanche, il te faudra être sérieux aux yeux des banques. Tu devras avoir de l'épargne et montrer que tu sais épargner régulièrement. Il faudra que tes comptes soient propres et le mieux est de ne pas avoir de crédit à la consommation par exemple. En défendant un projet solide avec une tenue de compte irréprochable, tu peux commencer à investir dans l'immobilier avec un minimum d'apport. Ainsi, avant d'investir, soigne tes comptes et ta gestion de l'argent. J'aborde le sujet un peu plus en profondeur dans la vidéo dont tu trouveras le lien en description. Il y a encore beaucoup de sujets à aborder sur l'immobilier, je n'ai pas parlé des travaux par exemple, mais je pourrais t'en parler dans de prochaines vidéos. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et à me dire les sujets que tu souhaites que j'aborde. Mets un like, abonne-toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne qui t'apprend à investir correctement et à gérer toi-même ton patrimoine.